Salut mes kings. Avant de plonger dans cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un gros j'aime pour booster ma motivation et m'encourager à vous offrir encore plus de contenu sur la chaîne. Vous avez cliqué? Parfait, alors c'est parti. Émilie était enceinte de triplé. Elle se remémora cette nuit passionnée d'un soir et soupçonna que cette nuit-là avait conduit à sa grossesse. 2 mois plus tôt, elle avait été chassée d'une supérette parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer. En tombant lourdement au sol, elle se rappela que sa tante Marie était même allée jusqu'à geler son compte bancaire par voie judiciaire. Pire encore, Marie avait autrefois profité de l'état inconscient de sa mère pour lui faire apposer son empreinte digitale sur une reconnaissance de dette falsifiée. Émilie se souvenait des paroles du médecin. Sa mère avait un besoin urgent de 70 000 $ pour une opération. Si elle ne parvenait pas à réunir l'argent dans les 2 semaines, sa mère ne pourrait pas bénéficier d'une greffe de rein à temps. Pour collecter des fonds, Émilie prit un emploi à temps partiel comme serveuse lors d'un banquet. Cette nuit-là, le milliardaire Jack Smith y assistait également, discutant au téléphone avec son frère jumeau, Alan. Bien qu'ils soient physiquement identiques, leurs personnalités étaient totalement opposées. Jack était indifférent aux femmes, tandis qu'Alan était un coureur de jupons notoire. En croisant Jack, Émilie trouva sa silhouette étrangement familière. Alan était en réalité le petit ami d'Émilie, mais il ne l'avait jamais chérie, continuant à mener une vie de débauche. Émilie arriva à l'entrée d'un bar, espérant demander un prêt à Alan. Plusieurs voitures de luxe s'arrêtèrent dehors, et Jack en descendit. Alors que le gérant du bar l'accueillait, il bouscula accidentellement Émilie, la faisant tomber. Au lieu de s'excuser, le gérant l'insulta. Tel un gentleman, Jack tendit la main et demanda « Pouvez-vous vous relever ?» Elle hocha la tête et se releva seule. Jack licencia le gérant sur le champ, car il méprisait les gens grossiers. En voyant Émilie entrer dans le bar, Alan décida de s'amuser à ses dépens. Il ordonna à un serveur de l'asperger d'eau, puis applaudit et se moqua. Émilie demanda à emprunter 30 000 $. Alan sortit une carte bancaire et ricana. Cette carte contient 70 000 $. Bois une bouteille de liqueur, et je te donnerai 10 000 $. Pendant ce temps, une hôtesse nommée Olivia glissa discrètement un aphrodisiaque dans la boisson. Émilie voulut partir, mais les amis d'Alan l'en empêchèrent. L'un d'eux saisit un verre et le lui fit boire de force. Alan, de plus en plus excité, glissa la carte dans son chemisier et lui ordonna de s'amuser avec ses amis. Entourée et harcelée, Émilie se libéra et s'enfuit, mais elle se sentit bientôt étourdie et s'effondra. À ce moment, Jack passa par là. Elle s'accrocha à son pantalon, le suppliant de l'aider. Il la releva, et elle s'effondra dans ses bras. Le prenant pour Alan, elle se pencha, frôlant presque sa pomme d'Adam d'un baiser. Jack n'eut d'autre choix que de la porter hors du bar. À l'hôtel, il s'apprêtait à partir, mais elle saisit sa main et l'enlaça étroitement. « Alan, rompons » murmura-t-elle. Ce n'est qu'alors qu'il comprit qu'elle était la petite amie de son frère. Elle déboutonna sa chemise, traçant ses doigts sur la tache de naissance en forme de lotus sur sa taille. Incapable de résister à ses baisers passionnés, il la plaqua sur le lit. En se penchant pour l'embrasser, elle l'appela Alan, et il répondit froidement « Je ne suis pas Alan ». Elle embrassa ses lèvres, et il retira ses vêtements, murmurant « Ce soir, je vais exaucer tes désirs ». Leurs doigts s'entrelacèrent, leurs lèvres scellées dans un baiser profond et ardent. C'est cette nuit-là qui conduisit à la grossesse d'Émilie, mais elle croyait que les enfants étaient d'Alan. À l'hôpital, elle croisa par hasard Alan, venu pour un contrôle de fertilité. Lui et son frère jumeau, Jacques, avaient tous deux été diagnostiqués stériles, ce qui les frustrait. Alan heurta accidentellement Émilie, faisant tomber leurs dossiers médicaux. En le voyant, elle paniqua et s'enfuit. Perplexe, Alan ramassa le dossier. De retour chez lui, il voulut montrer son rapport médical à sa grand-mère, mais elle remarqua qu'il s'agissait d'un rapport de grossesse et s'enthousiasma. Alan le reprit et découvrit qu'Émilie était enceinte de 8 semaines, de triplé. Jacques, stupéfait, se rappela cette nuit où il lui avait demandé son nom, et elle avait répondu Émilie. Leur grand-mère, pensant qu'Émilie portait les enfants d'Alan, le pressa de la ramener immédiatement. Jacques, qui avait toujours cru Émilie volage, garda le silence sur cette nuit. Furieux, Alan pensait qu'Émilie l'avait trompé et portait les enfants d'un autre. Il voulut la confronter, mais elle s'enfuit en le voyant. Émilie se précipita chez elle, mais découvrit que les serrures avaient été changées. Sa tante Marie et son cousin avaient pris possession de la maison et tentaient de lui extorquer 300 000 $. Émilie voulut appeler la police, mais son cousin fit tomber son téléphone. Ils la traînèrent à l'intérieur et la poussèrent au sol. Marie s'apprêtait à la frapper quand son fils suggéra de la vendre à un vieil homme. Émilie se débattit désespérément et, dans un moment de panique, révéla qu'elle était enceinte. Marie la gifla, la traitant de dévergondée, et décida de l'emmener à l'hôpital pour un avortement. Au même moment, l'assistant de Jacques découvrit la vérité sur cette nuit-là. Émilie a été droguée ce soir-là, rapporta-t-il. Elle s'est retrouvée avec vous parce qu'on l'a forcée à boire une boisson trafiquée. Elle était au bar pour collecter de l'argent pour sa mère malade.
Ce n'est qu'alors que Jacques comprit qu'il l'avait complètement mal jugé. Émilie cria à l'aide à la porte, attirant l'attention des voisins, mais au lieu de l'aider, ils crurent les mensonges de Marie, pensant qu'Émilie était une femme légère enceinte de rencontres occasionnelles. Émilie tenta de se défendre, mais son cousin la fit taire d'une gifle. Marie lui tendit un balai, lui ordonnant de la frapper, et il obéit. À ce moment, Alan l'appela. Profitant de la distraction de son cousin, Émilie le repoussa d'un coup de pied et dévala les escaliers. Ramassant son téléphone, elle tenta de demander l'aide d'Alan, mais la communication fut coupée. Pendant ce temps, Jacques avait rassemblé des gardes du corps et partait à son secours. Impatient, il ordonna au chauffeur d'accélérer. Le cousin d'Émilie, furieux, la poussa dans les escaliers. Marie s'apprêtait à frapper son ventre quand plusieurs voitures s'arrêtèrent à proximité. Une voix grave retentit. « Qui ose maltraiter la dame de la famille Smith ?» Émilie leva les yeux et vit un homme tenant un parapluie s'approcher. En s'avançant, il lui tendit la main. Elle perdit connaissance. Paniqué, il s'accroupit et la prit dans ses bras, ordonnant à ses gardes de donner une leçon à Marie et son fils avant de l'emmener. Dans son état confus, elle le prit pour Alan, choquée qu'il soit venu la sauver. À ce moment, une voiture de sport jaune s'arrêta dans un crissement de pneus. Alan en sortit et cria à Émilie. « Tu te trompes d'homme. Descends de mon frère. » Elle se figea, sous le choc. Alan la tira des bras de Jacques et passa un bras autour de ses épaules. Terrifiée, elle réalisa qu'elle avait provoqué deux hommes qu'elle ne pouvait se permettre d'offenser. Jacques voulut l'emmener à l'hôpital, mais Alan la retint derrière lui, disant « Ce ne serait pas approprié. C'est ma petite amie, comment pourrais-je vous déranger avec ça ?» Jacques partit sans un mot. Dès qu'il fut hors de vue, le sourire d'Alan s'effaça et il demanda froidement « Où es-tu allé cette nuit-là au bar ?» Réalisant qu'il ignorait ce qui s'était vraiment passé, Émilie soupçonna soudain que l'homme de cette nuit était en réalité Jacques. L'expression d'Alan s'assombrit. « Alors, de qui est l'enfant que tu portes ? Quel ami à moi est le père ?» Furieuse, Émilie le gifla violemment. « Arrête de dire n'importe quoi. Je ne suis allé nulle part cette nuit-là. » Jacques avait choisi de ne pas révéler la vérité, voulant qu'Émilie rompe avec Alan de son propre chef. Il se remémora cette nuit, et décida de prendre le contrôle de l'entreprise où Émilie avait postulé. Émilie annonça à Alan qu'elle voulait rompre. Stupéfait, il tenta de la faire changer d'avis, mais elle lui lança sa carte bancaire et dit « Je ne te dois plus rien ». Puis elle tourna les talons et s'en alla. Refusant d'accepter, Alan cria derrière elle « Sans moi, tu ne seras rien ». Peu après, sous une pluie battante, Émilie croisa Jacques. Elle s'effondra dans ses bras et murmura « Jacques ». Il fut ravi, car cette fois, elle avait enfin prononcé le bon nom. Il la souleva et la porta vers l'hôpital. Dans ses bras, elle le fixa, se souvenant qu'il l'avait aidé à sortir du bar cette nuit-là. Jacques resta à son chevet à l'hôpital, lisant un livre sur la parentalité. Apprenant qu'elle n'était encore qu'interne dans l'entreprise, il ordonna immédiatement à son assistant de la faire embaucher à temps plein. L'assistant s'inquiéta que ce favoritisme ne provoque le mécontentement des autres employés, mais Jacques répondit « Émilie va devenir ma femme. Qui oserait la critiquer ?» Il la regarda tendrement et embrassa son front. À son réveil, Émilie vit son contrat d'embauche officiel. Elle avait été engagée comme secrétaire du président, avec un salaire mensuel de 30 000 $. Ravie, elle savait que cela lui permettrait de rapidement économiser pour l'opération de sa mère. Le lendemain, à l'entreprise, ses collègues médisirent sur elle, spéculant qu'elle avait utilisé son corps pour obtenir ce poste. La cadre supérieure, Rose, la méprisait également, et lui ordonna d'apporter un café au PDG. Émilie pensait que le PDG qui l'avait aidé était Jacques, mais en entrant dans le bureau, elle vit Alan assis dans le fauteuil du président. Alan renversa délibérément le café brûlant sur sa main et lui ordonna de nettoyer le sol. Après avoir fermé la porte du bureau, il la saisit par le cou et dit « Je te donnerai de l'argent, mais tu dois avorter ». Émilie refusa, ce qui ne fit qu'accroître sa colère. Il resserra son emprise. À ce moment, Jacques entra dans le bureau et ordonna à Alan de sortir. Alan relâcha Émilie et partit. Jacques s'approcha et l'enlaça. « N'aie pas peur, je suis là », la rassura-t-il. Sortant une trousse médicale, il ajouta « Ma femme est enceinte et sujette aux blessures, alors j'ai préparé des médicaments. » Émilie crut qu'il avait épousé une autre femme et se sentit triste. Elle se leva immédiatement et s'enfuit. Plus tard, Rose ordonna à Émilie de livrer quelque chose à Alan. Mais Jacques, l'apprenant, entra dans une rage. Il dit à Rose « Émilie est à moi. Personne d'autre n'a le droit de lui donner des ordres. » Émilie courut sous la pluie battante, complètement trempée. Après avoir livré le paquet à l'endroit indiqué, elle l'ouvrit par accident, révélant un sac rempli de préservatifs devant tous les invités. Se sentant totalement impuissante, elle fut emmenée par Jacques dans une chambre d'hôtel à l'étage, où il sécha ses cheveux avec une serviette. À ce moment, ils entendirent Alan coucher avec le mannequin, Olivia, dans la pièce voisine. Jacques prit la main d'Émilie et dit « Tu entends ça ? C'est un homme qui ne reste pas fidèle en amour.
Tu n'as aucune raison d'être triste à cause de lui. Il souleva sa chemise, révélant une tache de naissance en forme de lotus sur sa taille. À cet instant, Émilie réalisa que l'homme avec qui elle avait passé la nuit était Jacques. Jacques s'accroupit, lui sourit et dit « La femme dont je parlais, c'est toi ». Il se pencha lentement, la plaqua sur le lit et l'embrassa passionnément. « Alan s'amuse, plaisanta-t-il, on ne peut pas perdre contre lui. » Émilie était nerveuse, mais il embrassa son cou et murmura « N'aie pas peur, je suis là ». À ce moment, Alan appela Émilie. Jacques répondit délibérément au téléphone, tout en continuant à l'embrasser. Alan demanda ce qu'elle faisait. Jacques lança « Devine ce qu'elle fait ». Alan, furieux, ne reconnut pas la voix de son frère. Jacques continua de le provoquer. « Je suis bien meilleur que toi ». Alan explosa, criant « Tais-toi. Je ferai en sorte que mon frère te coupe la langue ». Jacques ricana « Vas-y, fais-le ». Il raccrocha, tapota légèrement le nez d'Émilie et dit « Commençons ». Il scella ses lèvres d'un autre baiser profond, leurs doigts étroitement entrelacés. Le lendemain matin, Jacques devait assister à un dîner d'affaires. Olivia, chassée par Alan, nourrissait une rancune contre Émilie et planifia de défigurer son visage avec de l'acide sulfurique. Elle fit irruption dans la chambre d'Émilie, aspergea de l'acide sur sa main et la saisit par les cheveux. Cependant, Émilie refusa de se laisser faire et la maîtrisa rapidement. Olivia tomba à genoux, implorant pardon. Alan, témoin de la scène, saisit Émilie par le cou et la réprimanda. « Olivia est un mannequin, elle va entrer dans l'industrie du divertissement et me faire gagner de l'argent. Comment oses-tu abîmer ses jambes ?» Olivia profita de l'occasion pour semer la discorde, disant qu'Émilie refusait d'avorter. Furieux, Alan resserra son emprise et demanda qui était l'homme de cette nuit. Émilie refusa de répondre, mais Alan était déterminé à découvrir la vérité. Malgré l'humiliation, Émilie tint bon et rétorqua « Cet homme est 100 fois meilleur que toi. Il ne me maltraiterait, ni ne m'insulterait comme tu le fais. » Hors de lui, Alan sortit un ruban de soie noire, lui banda les yeux et ordonna à sa bande de voyous de l'entourer et de l'humilier. Émilie, poussée de tous côtés, se sentit désespérée. À ce moment, Jacques fit irruption dans la pièce, protégeant Émilie et lui retirant le bandeau. Alan continua de rire avec insouciance, suggérant même à Jacques de se joindre à lui pour jouer avec Émilie. « Qui était l'homme cette nuit-là ? Dis-lui de m'affronter, ricana-t-il. Jacques s'approcha, saisit fermement son épaule. Alan grimaça de douleur et demanda « Frangin, qu'est-ce que tu fais ?» Jacques répondit froidement « Son homme est là. Je suis son homme. » Puis, prenant la main d'Émilie, il déclara « C'est ma femme. Désormais, si l'un de vous ose la maltraiter, il devra m'affronter. » Alan, furieux, accusa son frère de lui avoir volé sa petite amie. Jacques rétorqua « C'est toi qui l'as trahi en premier. Elle a raison de choisir quelqu'un d'autre. » Jacques avait enquêté et confirmé qu'Olivia avait drogué Émilie cette nuit-là. Il ordonna à ses gardes du corps de lui donner une leçon. Alan cria « Un jour, je récupérerai Émilie. » Jacques se tourna vers lui. « Émilie est une personne, pas un trophée ou un jouet dont vous vous disputez. Elle a sa propre volonté. Si tu n'apprends pas à la respecter, tu ne seras jamais digne de son amour. » Profondément touchée par ces mots, Émilie enlaça étroitement la taille de Jacques, réalisant qu'elle tombait amoureuse de cet homme doux. Le lendemain, Jacques apprit qu'Émilie avait pris un congé scolaire pour économiser pour les frais médicaux de sa mère. Il l'encouragea à reprendre ses études, lui assurant qu'il couvrirait les coûts médicaux. Elle hésita, car sa main blessée ne pouvait plus peindre. Elle se rappela comment, entourée de voyous, son aîné Alan, passant par là, l'avait sauvée. Il avait repoussé les agresseurs, et pour le protéger, Émilie avait pris un coup, blessant sa main. Le médecin lui avait dit qu'elle ne pourrait plus jamais peindre. Jacques ressentit une profonde douleur pour elle et l'enlaça pour la réconforter. Elle se souvenait qu'Alan lui avait dit « Je prendrai mes responsabilités pour toi. Sois ma petite amie. » Il avait confessé ses sentiments, et ils s'étaient mis ensemble, mais il avait fini par rompre sa promesse et la décevoir. Pourtant, Jacques encouragea Émilie à essayer de peindre à nouveau, convaincue qu'elle pourrait devenir une designer exceptionnelle et travailler pour lui. Retrouvant sa confiance, elle signa le contrat. Soudain, il l'attira dans ses bras, la plaqua sur le canapé, et plongeant son regard dans le sien, dit « Cette nuit-là à l'hôtel, c'était ma première fois. » Gênée, elle couvrit rapidement sa bouche. Il embrassa sa main, et lui demanda de prendre ses responsabilités pour lui. Tenant sa taille, il flirta avec elle. Elle sourit et répondit « D'accord, je prendrai mes responsabilités pour toi. » Il rit, se pencha, et scella ses lèvres d'un baiser. Jacques organisa un bilan complet pour la mère d'Émilie, et couvrit tous les frais chirurgicaux. De plus, il engagea une aide-soignante pour s'occuper de sa mère, permettant à Émilie de rattraper ses études. Touchée par sa gentillesse, elle le remercia. Il se pencha, pointa sa joue gauche et dit « Puisque tu es reconnaissante, donne-moi un baiser en récompense. »
Elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa, mais il tourna soudain le visage, et ses lèvres atterrirent sur les siennes. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si rusé. Gênée, elle s'écarta et toucha ses lèvres. Il lui dit qu'il avait déjà tout organisé pour son retour à l'école. Le lendemain, la tenant doucement, il la rassura, et elle sourit. « Tu vas me manquer. » Après être partie à l'école, elle appela Jacques pour lui dire que tout allait bien. Après une longue journée de travail, il s'apprêtait à quitter son bureau quand son assistant lui rappela. « Vous avez une réunion à 18h ce soir. » Il répondit « Annulez-la. Je vais chercher ma femme à l'école après les cours. » Émilie repéra la voiture de Jacques et monta joyeusement. Il sourit en attachant sa ceinture, mais en croisant son regard, elle ressentit soudain une gêne. Quelque chose chez lui semblait différent. Pendant ce temps, Jacques arriva à la porte de l'école avec un bouquet de roses, attendant Émilie. Mais après un long moment, elle restait introuvable. Une camarade lui dit « Le petit ami d'Émilie est déjà venu la chercher tout à l'heure. » Paniqué, Jacques réalisa qu'Alan s'était fait passer pour lui et avait emmené Émilie. Émilie sentit rapidement que l'homme à ses côtés n'était pas Jacques, mais Alan. Cependant, elle n'osa pas réagir ouvertement, craignant que son comportement instable ne la mette en danger. Feignant de rester calme, elle partagea discrètement sa position en temps réel avec Jacques, mais Alan la surprit. Jacques reçut la localisation et se précipita. Pendant ce temps, Alan tendit la main vers la sienne, mais elle se dégagea. Il rit et demanda « Tu as compris que je ne suis pas Jacques, n'est-ce pas ?» Puis il lui arracha son téléphone et le jeta par la fenêtre. Elle tenta d'ouvrir la portière, mais il lui couvrit la bouche et le nez avec un chiffon, la faisant s'évanouir. Quand Jacques arriva à l'endroit où se trouvait le téléphone, il le trouva dans l'herbe au bord de la route. À ce moment, son assistant l'appela. Alan l'a emmené dans une villa en périphérie. Mais il y a un autre problème. Des actionnaires causent des troubles à l'entreprise et exigent de vous voir. De plus, j'ai découvert la vérité sur ce qui s'est passé il y a des années. Le harcèlement d'Émilie par ses voyous était orchestré par Alan. Il a tout mis en scène pour qu'elle devienne sa petite amie. En entendant cela, Jacques fut à la fois furieux et sans voix. Alan saisit Émilie par le cou et demanda « En quoi suis-je inférieur à Jacques? Pourquoi l'as-tu choisi ?» Émilie répondit « Parce qu'il me respecte, il me protège toujours et prend soin de moi. » Hors de lui, Alan la jeta sur le lit et ricana. « La seule raison pour laquelle Jacques te traite bien, c'est parce que tu portes son enfant. Notre famille est maudite, nous avons du mal à avoir des descendants. C'est pourquoi il valorise tant le bébé en toi. » Il tendit la main vers son ventre et demanda « Si tu perdais cet enfant, penses-tu qu'il voudrait encore de toi ?» Elle le supplia de ne pas faire de mal à son bébé, mais il resserra son emprise. Puis, soudain, il se pencha, feignant l'affection. Elle saisit l'occasion et implora « Mes mains me font mal, peux-tu me détacher ?» À sa surprise, il accepta. Pendant ce temps, Jacques arriva à la villa, mais le code d'entrée avait été changé. Sans autre choix, il ordonna aux gardes de défoncer la porte. À l'intérieur, Émilie fit semblant d'être faible, et quand Alan baissa sa garde, elle le repoussa violemment. Elle tenta de s'échapper, mais il la repoussa sur le lit, retira sa veste et se pencha, tentant de l'agresser. À cet instant, Jacques fit irruption dans la pièce et frappa Alan en plein visage. Il se tourna vers Émilie, s'excusant en retirant sa veste pour la poser sur ses épaules. Alan, sans remords, se moqua d'Émilie, la traitant de volage et disant qu'elle ne pouvait même pas distinguer les deux frères. Jacques ramassa un couteau à fruits sur la table, entailla le visage d'Alan et dit « Maintenant, elle ne te confondra plus jamais avec moi. » Alan se figea, incapable de croire que son propre frère était allé si loin. Jacques porta Émilie hors de la pièce et ordonna à ses hommes « Cassez-lui une jambe et exilez-le dans un autre pays. Il ne devra jamais revenir. » Alan, stupéfait, cria « Frère, je suis de ta famille. » Mais Jacques resta inflexible, déterminé à lui faire payer ce qu'il avait fait à Émilie. Plus tard, Émilie se réveilla à l'hôpital, désorientée et chancelante. Elle faillit tomber, mais Jacques la rattrapa juste à temps. Elle s'accrocha à lui, sanglotant. « J'avais tellement peur. » Il la réconforta doucement, la souleva et la reposa sur le lit. Alan, témoin de la scène depuis l'extérieur de la chambre, était en proie à un tumulte émotionnel. L'assistant de Jacques s'approcha et lui dit « Votre billet d'avion est prêt. Il est temps de partir. » Alan ne résista pas, sachant qu'il était allé trop loin et méritait d'être puni. Alors que Jacques s'apprêtait à embrasser Émilie, leur grand-mère les interrompit. Elle s'excusa auprès d'Émilie et lui offrit son bracelet de jade, un héritage familial. Quelques jours plus tard, Émilie sortit de l'hôpital et emménagea chez Jacques. Les domestiques les accueillirent à la porte. Jacques lui tendit la main et dit « Entrons, Madame Smith. » Un peu timide, elle sentit qu'il tenait fermement sa main et ajouta « Tu portes déjà le bracelet de jade de ma famille. Tu ne peux plus t'échapper. » Cette nuit-là, Émilie entra dans le bureau de Jacques pour lui apporter des fruits et vit accidentellement un croquis. À sa surprise, il portait sa signature.
Les souvenirs affluèrent. Des années auparavant, lorsqu'elle était jeune et avait été chassée de chez elle, elle avait rencontré un petit garçon enfermé dans une maison abandonnée. Elle lui avait donné sa nourriture et son eau, puis avait dessiné un dessin pour lui, lui disant « Je resterai ici avec toi ». Peu après, le garçon fut emmené par sa famille. En partant, elle lui fit un signe de la main, et il cria « Je reviendrai pour toi ». Il s'avéra que ce petit garçon était Jacques. À cet instant, Jacques poussa la porte et entra. Elle lui demanda des explications sur le croquis, et il répondit « Quand j'avais 13 ans, j'ai été kidnappé par les ennemis de ma famille. J'ai rencontré une petite fille qui m'a donné ce dessin. Plus tard, mon père m'a retrouvé et m'a ramené à la maison, mais je n'ai jamais su son nom. » Elle le regarda et dit « C'est moi qui l'ai dessiné. » Choqué et fou de joie, il la souleva sur le bureau. Elle enlaça son cou, et lui donna un baiser profond et passionné. Puis, elle retira sa chemise, passant ses doigts sur ses pectoraux. Il posa sa main sur sa tache de naissance en forme de lotus, et, avant qu'elle ne puisse réagir, l'embrassa passionnément. Peu après, la mère d'Émilie subit une opération. Le médecin lui annonça que l'intervention avait été un succès. Lorsque sa mère se réveilla enfin, Émilie fondit en larmes de joie. 8 mois plus tard, Émilie donna naissance à un petit garçon, et son lien avec Jacques se renforça encore davantage. Il la plaqua sur le canapé, et elle saisit son col, l'attirant pour un baiser passionné. 3 ans plus tard, Émilie obtint son diplôme universitaire. Jacques lui offrit un bouquet de roses et sortit une bague, prêt à lui faire sa demande en mariage. Mais à cet instant, ses camarades de classe l'appelèrent pour prendre une photo. Un peu frustré, Jacques rentra chez lui et bouda toute la soirée. Leur fils s'approcha d'Émilie et lui dit « Maman, papa voulait te demander en mariage aujourd'hui. » Émilie fit semblant de partir, et Jacques saisit rapidement sa main, glissant la bague à son doigt. S'agenouillant, il leva les yeux vers elle et dit « Épouse-moi ». Elle sourit et acquiesça. Il se leva pour l'enlacer étroitement. Le lendemain, ils obtinrent leur certificat de mariage et devinrent officiellement mari et femme. Si tu as kiffé cette histoire, tu aimeras encore plus celle qui s'affiche. Alors mets-moi un like, avant de cliquer sur l'une de ces vidéos pour continuer l'aventure.